Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une série de vidéos dans le cadre de la revue Abeilles en Liberté. Nous recevons aujourd'hui Myriam Lefebvre, biologiste et contributrice pour le magazine, sur la thématique de la résilience et de la santé des abeilles. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter en quelques mots? Je suis biologiste, spécialisée dans les abeilles et en santé publique. Et donc je fais de la recherche sur les abeilles depuis plus de 25 ans. Et aujourd'hui, voilà, je développe plusieurs projets qui ont un rapport avec la santé de l'abeille et son comportement. Alors il y a une question qu'on se pose, si on essaye de suivre un petit peu le fil de notre thématique, notamment la précédente vidéo avec Henri Giorgi, on a pas mal parlé des ruches-troncs et des ruches de biodiversité ou des ruches refuges. Une des premières questions qu'on se pose, c'est est-ce que, selon toi, ces ruches favorisent vraiment la bonne santé des abeilles? Oui, je crois bien, puisque c'est le premier gîte de l'abeille, ce sont les troncs. Et tout ce qui est, tout ce qui ressemblait à ça dans l'environnement d'avant. Et si l'abeille est arrivée jusqu'à aujourd'hui dans ces troncs-là, c'est que ça favorise sa survie. Alors la question c'est à quel degré, combien de colonies survivent à l'état sauvage dans des troncs qui ne sont pas des troncs que nous avons faits. Ça, c'est une question qui n'a pas de réponse aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent, mais voilà. Il y a quand même un certain nombre d'études qui montrent que les abeilles qui vivent dans ce type de conditions, je parle là de conditions naturelles, dans des habitats naturels, des troncs d'arbres ou des arbres morts, on sait que, d'après ces études, les colonies vivent plus longtemps. Elles sont donc plus résilientes d'une certaine façon, elles sont soumises aussi à la pollution généralisée, la pollution chimique notamment, mais elles vivent plus longtemps. D'après toi, qu'est-ce qui favoriserait cette longévité? Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'endroit dans lequel vit la colonie, qui est un endroit qui a un volume qui est adapté à la colonie d'abeilles. Et quand je dis adapté, c'est un endroit qu'il ne faut pas trop chauffer, parce que c'est un élément clé dans la survie d'une colonie, c'est pouvoir chauffer, et surtout chauffer en hiver. La deuxième chose, c'est que dans les troncs, quand les troncs à l'état sauvage, on a retrouvé toute une série d'organismes qui vivent en symbiose avec l'abeille, et qui, on pense, aide l'abeille à maintenir un certain équilibre. Alors il y en a beaucoup dont on ne connaît pas la fonction. Il y en a deux ou trois dont on commence à mieux connaître. Par exemple, il y a l'acarien prédateur qu'on est en train de réintroduire dans le sol des ruches et qui en fait se nourrit entre autres du varroa et qui vit en fait dans le sol qui est créé à l'état sauvage en tout cas, tous les déchets que les abeilles laissent tomber, eh bien il y a un petit sol là qui se crée et qui en fait, souvent je compare avec le sol des terres, des champs, où il y a toute une vie. En fait c'est pas juste de la terre, il y a un ensemble de micro-organismes qui y vivent. Et il y a bien sûr les fourmis et ça j'en ai vu dans certaines ruches, qui en fait aspergent le nid d'acide formique. Puis voilà, on est en train d'essayer de mieux comprendre ça. Je sais qu'en Allemagne, il y a des gens qui font leur doctorat là-dessus. Il y a aussi dans ce sol qui est dans le fond des troncs, il y a des champignons qui se développent. Et on a vu déjà des abeilles qui descendaient des cadres et qui allaient se nourrir
en tout cas pomper les petites gouttelettes qui sortaient du mycélium et puis après qui remontaient. Donc voilà, il y a déjà au niveau gestion de la ruche, des parasites, toute une petite vie qui s'auto-organise. Et puis aussi, l'abeille, elle va chercher ses provisions et puis elle les garde en fait, on ne vient pas les lui prendre. Donc elle a assez pour passer l'hiver et surtout avoir assez dans le miel pour se maintenir en bonne santé en fait. Donc l'abeille est en symbiose, d'une certaine façon, avec un certain nombre de micro-organismes différents, desquels il ne faut pas la couper, a priori. Ben, c'est ce que je dirais, oui, mais tant qu'on ne connaît pas mieux toute cette vie qui grouille dans le fond des ruches sauvages, ben on peut faire que des hypothèses ou des suppositions. Mais moi j'aurais tendance à dire que si tous ces organismes sont là, c'est que ou bien eux profitent de l'endroit chaud et puis surtout de toutes les choses sucrées qui peuvent bien arriver en dessous. Mais ça vaudrait vraiment la peine d'en savoir plus là-dessus, ça c'est vrai. Est-ce que justement, dans ces systèmes de défense dont tu parles, justement, collective ou pour la santé même de l'abeille, est-ce qu'on peut observer une évolution parce que le varroa n'était pas présent avant? Est-ce que les abeilles aussi se sont adaptées? Est-ce qu'il y a une évolution des comportements par rapport à l'évolution, par exemple, des températures, différents prédateurs qui n'existaient pas forcément avant, exotiques, maintenant qui arrivent? Est-ce que, quand tu parlais de médicine, par exemple, exactement, est-ce que c'était déjà quelque chose qui était auparavant ou est-ce que c'est une adaptation de l'abeille par rapport à... Et je dirais que les mycètes et donc le mycélium, c'est quelque chose qui existe depuis que l'abeille existe, puisque c'est bien antérieur à l'arrivée des abeilles sur Terre. Et donc on fait l'hypothèse aujourd'hui que les abeilles se nourrissent de temps en temps du suc de mycélium qu'elles trouvent dans leur environnement. Mais il ne faut pas oublier que l'abeille est un insecte qui au départ est programmé. Et qui est programmé, comme tous les insectes, donc à avoir des comportements stéréotypés. L'avantage d'une abeille, enfin d'une colonie d'abeilles, c'est que la partie apprentissage est très grande. Et que donc c'est dans cette partie-là qu'il peut y avoir une adaptation à certains parasites. Et ça peut être par le comportement. Aujourd'hui, il y a des colonies d'abeilles qui vivent très bien sans traitement, avec le varroa qui est dans l'environnement. Pour finir, ce sont des choses qu'on constate, mais comment elles font exactement, il y a encore plein de points d'interrogation en fait. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que chaque fois qu'il y a un nouveau prédateur qui arrive, il y a un gros massacre. Il y a énormément de colonies qui disparaissent parce qu'elles ne sont pas adaptées. Et puis voilà, ce sont les colonies qui ont trouvé un comportement qui leur permettent de survivre, qui vont se développer et puis qui vont prospérer. Donc il faut du temps. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on a des abeilles, on n'a plus ce temps-là. On vit à l'échelle d'une vie humaine et on ne laisse plus le temps aux abeilles de trouver elles-mêmes leurs solutions. Donc nous, on a tendance à en trouver pour elles. Alors parfois, c'est bien, enfin, ça les aide, mais parfois, ça fait plus de dégâts. Est-ce que ce ne serait pas un peu manichéen, un peu trop manichéen, de présenter comme très positives les approches en ruche de biodiversité et de diaboliser à côté les approches conventionnelles? Ben, moi, je ne diabolise jamais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de bien faire. Et voilà, parfois, c'est ça aussi, quand il y a une communauté humaine et ici d'apiculteurs, c'est qu'il y a des gens qui trouvent plus rapidement des solutions. Après, ça va dépendre de sa philosophie personnelle. Est-ce qu'on trouve des solutions qui partent de l'abeille elle-même ou est-ce qu'on trouve des solutions qui partent de nous?
Et je pense que là, c'est là toute la différence entre toute cette recherche autour de la ruche de biodiversité et autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'apiculture conventionnelle. Il y a beaucoup de créativité qui se manifeste aujourd'hui dans trouver des solutions pour que les abeilles arrivent à retrouver une autonomie. Et le problème, c'est que, à nouveau, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il faut je connais beaucoup d'apiculteurs ou d'apicultrices qui ont cette volonté de laisser l'abeille se développer de manière autonome. Et puis voilà, les colonies meurent parce qu'elles ne sont pas adaptées, parce que voilà, on est en recherche de ce qui convient le mieux au système colonie. Et donc on finit par parfois ou bien se décourager et arrêter, ou bien repasser à des traitements comme on faisait avant, ou puis on se dit on pourrait quand même prendre encore un petit peu plus de miel, dans le fond elles ont l'air de bien se porter comme ça. Et voilà, mais je pense qu'il y a un peu de tout, et ce que moi j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens, des pionniers, qui installent, qui fassent de la recherche sur ces nouveaux développements pour préserver l'autonomie de l'abeille, qui puissent servir de modèle pour d'autres qui ont envie de le faire mais qui ne savent pas encore très bien comment. Mais de toute façon, je pense qu'on doit avancer tous ensemble. Ça ne sert à rien les conflits dans n'importe quel domaine, mais ici aussi. Après, c'est souvent des questions d'ego ou bien des questions économiques. Mais il y a une évolution qui est en marche, et je pense que le fait qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de plus jeunes apiculteurs et beaucoup de femmes qui sont entrées en apiculture, ça a changé le paysage, et ça a changé la sensibilité aussi par rapport à l'abeille. L'abeille est devenue un vrai animal avec lequel on a un lien, et ça permet aussi aux plus anciens de finalement exprimer ces émotions qu'ils avaient par rapport aux abeilles, mais ils n'osaient pas. Hein. Et je trouve ça, c'est très beau en fait. Les anciens dont tu parles, ils ont beaucoup travaillé avec l'abeille noire, Apis mellifera mellifera, qui est aujourd'hui menacée d'extinction. De fait, ça m'amène à une question. Est-ce que tout ce que tu viens de dire, c'est vrai pour n'importe quelle génétique, ou bien est-ce que, selon toi, les abeilles endémiques ont quelque chose de différent, ont un coup d'avance, ou au contraire un handicap? Les abeilles endémiques, elles sont adaptées au climat du lieu où elles se sont développées. Alors ça, c'est hyper important dans le développement de la colonie au cours de la saison. Elles vont démarrer quand il y a des ressources. La reine va s'arrêter de pondre justement quand il n'y en a pas, quand il pleut, enfin toutes ces choses-là. Alors il y a tous ces débats autour de la génétique, évidemment, de l'abeille locale. Je pense que c'est bien de garder certains lieux où il y a vraiment une abeille locale et d'essayer de la préserver le plus possible. Mais à l'échelle de la planète, c'est complètement irréaliste. Le futur de toutes les espèces vivantes de la planète, c'est l'hybridation et c'est la circulation partout. Ce qu'on appelle aujourd'hui des espèces invasives, ça va devenir les espèces d'ici. Et donc il faut... je pense que c'est notre attitude par rapport à ça qui doit changer. C'est qu'on doit voir comment on peut gérer du mieux possible les nouvelles espèces qui arrivent, cette hybridation. Pour finir, cette hybridation, il y a des choses bien là-dedans aussi. Moi, j'ai des abeilles qui sont hybrides, parce que là où j'habite, c'est impossible de garder
une espèce génétiquement pure, alors déjà j'aime pas trop ce terme, parce que ça m'obligerait à faire des gestes que je n'ai pas envie de faire, c'est-à-dire changer de reine. Et quand on dit changer de reine, en fait c'est tuer la reine. D'avoir un contrôle sur cette colonie que je n'ai absolument pas envie d'avoir. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ma colonie qui se développe en fonction des mâles qui sont dans le milieu, et puis de voir ce que ça donne. Et si elles arrivent à survivre de manière autonome, voilà, moi je suis contente. On peut faire le parallèle d'ailleurs avec les humains, qui est dans le métissage. Je pense qu'on est assez tous d'accord sur d'ailleurs la génétique, c'est une évolution permanente. Et s'opposer en fait au métissage, c'est s'opposer à une réalité qui est que d'ailleurs par le changement des températures, par beaucoup de phénomènes naturels, le métissage arrivera, mais il y a une différence, je crois, entre en effet des espèces qui disparaissent et qui apparaissent au gré du temps et de l'évolution des climats par exemple, et le fait de vouloir peut-être créer des hybrides pour générer plus de miel, parce qu'on va arriver à penser qu'une certaine association entre des gènes va favoriser une abeille qui est peut-être plus travailleuse ou qui va plus récolter, plus produire, ou par exemple, ça serait une très belle idée d'avoir une abeille qui résiste plus aux montées de chaleur qui de toute façon vont arriver, mais peut-être pas une abeille plus résistante juste pour pouvoir la faire travailler plus ou qui vit plus. On pourrait même aller sur le transhumanisme après, sur essayer d'avoir des abeilles, on parle déjà même des abeilles robotiques sur des tests dans les Silicon Valley, pour essayer juste d'avoir un remplacement de l'abeille actuelle qui est quasi comme, bon, cette espèce sera extincte dans quelques années, donc travaillons déjà sur une espèce parfaite. J'ai l'impression que c'est là où il y a une différence entre l'objectif en fait, quoi. Oui, mais c'est toute la différence entre partir de l'abeille et partir de l'humain. Et si on part de l'abeille, c'est la réalité de l'abeille. Les hybrides, ils sont là. Alors, c'est impossible à contrôler au niveau d'une planète, à moins d'intervenir tout le temps, et alors d'en faire un espèce de hobby, de jeu, un élevage, enfin voilà, ça c'est une autre optique. Personnellement, quand on parle de disparition de l'abeille mellifère, moi j'y crois pas. Je pense que tant qu'il y aura des apiculteurs, des apicultrices, il y aura des abeilles mellifères. Et donc toute cette invention de petits robots et tout ça, c'est des jeux. C'est des jeux vidéo, pour moi ça découle du même esprit. C'est d'essayer de remplacer le vivant par de la technique. Moi j'y crois pas. De toute façon, l'abeille elle fait bien son boulot comme ça. Utilisons l'abeille qui est là pour aussi nous arriver à gérer nos ressources alimentaires, mais surtout en favorisant la diversité et de l'abeille et de toutes les autres abeilles, parce qu'en fait c'est ça, ici on parle toujours de l'abeille mellifère comme étant isolée d'un écosystème, mais c'est tout l'écosystème dont on doit prendre soin. Et je pense qu'on oublie trop souvent ça, et du coup on fait ces petits jeux de moi mon abeille noire, moi mon abeille jaune, moi mon abeille hybride, mais oui, mais ils font partie d'un écosystème plus grand dans lequel il y a des nouveaux prédateurs, et donc c'est l'ensemble qu'il faut regarder, voir comment ça évolue et ça s'adapte. Merci beaucoup Myriam pour cette intervention, merci de t'être prêtée au jeu, d'avoir été filmée. On te retrouvera dans les prochaines pages d'Abeilles en Liberté, et puis bonne continuation à toi, merci encore. Okay.